Bonjour à tous, bienvenue dans Startup Story, l'émission qui durant tout l'été vous fait découvrir les jeunes entreprises innovantes de Bruxelles. Et ce soir, c'est une émission un petit peu particulière puisque c'est la dernière de l'été. On va parler de reconversion professionnelle, on va parler de changement de cap avec tous nos invités ce soir qui ont un parcours un peu particulier qui n'a pas nécessairement commencé dans l'entrepreneuriat, vous le verrez. Autour de moi ce soir pour nous en parler et vous partager votre expérience, il y a d'abord Virginie Decélier. Vous venez nous présenter Bulk Bar. Bonjour. Bonsoir Charlotte. Alain Etienne est à côté de vous. Il vient nous présenter la start-up Casidomi. Bonsoir. Et puis il y a aussi Yeba Olaye qui vient nous présenter la start-up Yeba. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Cynthia Lucas, cofondatrice de Biscuit. Bonsoir. Alors on va découvrir évidemment vos startups, c'est le but de cette émission et on a une petite tradition pour ce faire qui est le challenge du pitch. Je vous ai demandé de préparer une petite présentation plutôt courte puisque vous aurez 20 secondes pour nous résumer ce que vous faites dans cette start-up. Alors c'est un exercice pas tout à fait facile, il y a quand même quelqu'un qui s'est désigné dans les coulisses pour commencer ce défi, c'est Virginie. Alors est-ce qu'on est prête pour présenter Bulk Bar en 20 secondes ? On espère, hein ? Le chrono est prêt. On est parti. Alors, c'est quoi Bulk Bar ? Donc, c'est un distributeur zéro déchet de petits déjeuners et d'encas sains, bio et en vrac, qu'on installe dans les entreprises de plus de 25 personnes. Que ce soit du granola, des pistaches ou des noisettes, on se charge de l'installation et du réapprovisionnement en fonction des besoins de chaque entreprise. Bulk Bar souhaite donc apporter des pauses saines et zéro déchet à vos collaborateurs qui le méritent. À tous nos collaborateurs peut-être. Alors, des encas sains, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va manger avec Bulk Bar ? Alors, l'objectif, c'est d'essayer de couvrir l'intégralité de la journée. Donc, on a des petits déjeuners, on a une référence de lunch, des encas, et enfin, on a quelques références pour les apéritifs et les after-work. On découvrira ça évidemment en détail pendant toute l'émission. À côté de vous, Alain Etienne qui vient nous présenter Casidomi. Alors, le chrono est presque prêt. Est-ce que Alain est prêt ? C'est bon, moi je suis prêt. Eh bien, c'est parti, top chrono. Alors, Casidomi, c'est une boutique en ligne qui a pour mission d'accélérer la transition vers des modes de consommation plus durables et plus sains. Et donc, sur Casidomi, on peut faire ses courses de produits sains et naturels, 25% moins chers qu'en magasin. On est 65 personnes basées à Bruxelles et on expédie partout en Europe. Vous êtes une start-up déjà bien confirmée, à la limite du scale-up. On en parlera aussi évidemment. Casidomi, ça veut dire quoi ? Alors Casidomi, ça vient du latin quasi domi, ça veut dire comme chez soi, comme à la maison. C'était vraiment notre idée de dire qu'on pourrait faire ses courses les yeux fermés, faire confiance. Et donc c'est vraiment l'idée derrière le projet. Et ne pas devoir lire toutes les étiquettes. Exactement. C'est ce qu'on fait peut-être tous en ce moment. En face de vous, c'est Yeba Olaye qui vient nous présenter Yeba, du même nom. Alors, on dira évidemment pourquoi ça s'appelle comme ça, mais on va d'abord présenter ce que vous faites. Yeba, en 20 secondes, ça donne quoi ? Yeba, c'est une maison de maroquinerie de luxe. Notre raison d'être, c'est d'inspirer les femmes à se réaliser. Les sacs sont créés à Bruxelles, ici, dans notre studio, réalisés en Italie, faits main, dans une très belle qualité. Et notre objectif, c'est d'apporter sur le marché une marque nouvelle qui donne envie aux femmes de se réaliser. Voilà. Et c'est une vraie philosophie, on le découvrira avec vous. Pourquoi avoir donné votre prénom en quelques mots pour cette marque ? Mais Yeba veut dire en Yoruba celle qui est née pour accomplir son destin. Et je trouvais que c'était un beau message qui m'a toujours porté et que j'espère transmettre. Et on verra évidemment pourquoi vous avez voulu réaliser ce rêve dans la création et de lancer votre entreprise. On va d'abord présenter Biscuit. Alors là, le nom est plutôt clair, mais on a quand même 20 secondes pour le présenter. Cynthia, vous êtes prête ? Je suis prête. Eh bien, c'est parti. Alors Biscuit, c'est avant tout la rencontre de Fanny, mon associée, et moi-même. On propose des biscuits sucrés et salés pour l'apéro et pour le goûter. Mais évidemment, on peut les manger à tout moment de la journée. On favorise l'économie locale et on privilégie également le zéro déchet. On est presque à zéro. Biscuit, c'est de la gourmandise sans concession, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de choix de manger la gourmandise avec tous les produits qu'ils pourraient contenir. Effectivement, et puis biscuits surtout, ce sont des produits sains, donc on sucre très peu nos préparations, donc on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Et on dit oui au biscuit, vu le nom de la start-up. Alors, on va prendre un peu plus le temps de vous découvrir l'un et l'autre, parce que vous avez un parcours un peu particulier. Vous avez le point commun de vous être lancé dans l'entrepreneuriat à un moment donné dans votre vie et avec un parcours qui n'était pas forcément dans l'entrepreneuriat avant ça. On va le découvrir. Je vais peut-être commencer justement par Cynthia. C'est un changement de vie que vous avez opéré il y a maintenant quelques années avec un événement. C'est quoi le déclic qui fait qu'on se lance dans sa start-up ?
Alors le déclic pour moi personnellement, ça a été un burn-out. Donc je travaillais dans le secteur de la communication avant ça. Et puis plus de possibilité de se lever le matin sans être triste, sans comprendre quel était le sens que je mettais derrière ce que je faisais. Et puis de me dire, mais quel exemple est-ce que je montre à mes enfants? Aller travailler, c'est censé être chouette. Et là, ça ne l'est plus. Donc, j'ai tout abandonné, j'ai tout plaqué, ma carrière. Et puis, je suis repartie sur les bancs d'école pour réétudier. Et c'est là que j'ai rencontré Fanny. La pâtisserie, le fait de travailler avec ses mains, c'était quelque chose qui vous passionnait déjà bien avant de lancer cette start-up? Oui, complètement. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours eu l'habitude de cuisiner, de pâtisser avec mes grands-mères. Chez mes parents, on recevait énormément de gens aussi. Donc, j'ai toujours eu les mains dans la pâte. J'ai toujours adoré ça. Donc, oui, j'ai pas dû réfléchir beaucoup. On verra que la recherche de sens, ça vous lie aussi, hein, de pouvoir retrouver du sens dans son métier. Ici, c'est votre corps qui a dit stop. C'était pas un choix, en fait, finalement. Non. Mais c'était peut-être une bonne chose. C'est une excellente chose. Vraiment, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix de nouvelle carrière. Et aujourd'hui, je suis heureuse et je suis contente d'aller, non pas travailler le matin, mais de passer de chouettes moments avec mon associé et de développer ce super projet surtout. On parlera de cet apprentissage aussi, beaucoup de choses dont on va discuter dans cette émission. Je vais me tourner vers votre voisine, Yeba. C'est aussi une reconversion professionnelle pour vous. Vous avez été consultante pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de la création, c'est de la start-up? En fait, c'était une évidence à un moment donné où j'avais l'impression que j'avais franchi tous les paliers que je m'étais fixés et que je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Et j'avoue que dans un coin de ma tête, j'ai toujours rêvé créativité, rêvé avoir une idée et pouvoir la concrétiser. Et j'ai eu plus de 10 ans d'expérience dans le conseil. Donc j'étais toujours de l'autre côté de la barrière, du côté conceptuel. On donne des conseils, on donne des idées, mais on n'est jamais les mains dans le cambouis. Et j'avoue que très jeune, j'étais une enfant très créative. Donc je me suis toujours dit, un jour, je connecterai à ce monde-là. Et les opportunités ne sont jamais arrivées. Et on se retrouve dans une position où on se dit, mais à quoi va ressembler ma vie si je continue comme ça, de mission en mission, à relever des challenges qui ne me parlent même plus. Et du jour au lendemain, j'ai entendu cette voix en moi qui résonnait. C'est le moment. Prends cette opportunité, c'est le moment de tenter ta chance et au moins tu auras vécu. Et c'est ce que j'ai fait. Dans la consultance, vous travailliez déjà avec le monde de la mode ou pas du tout? C'était un monde qui vous étiez complètement inconnu? Oui, complètement inconnu. Quand j'ai commencé, je n'avais aucune expérience. J'ai dû laisser tomber tout un réseau que je m'étais construite. Et en fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut connecter à ce monde de la mode sans avoir fait une école de mode, sans avoir aucune expérience, sans avoir de réseau. Et je me suis un peu accrochée à ce que je savais faire. Je suis retournée à la maison mère, à Solvay. Donc, j'ai refait une formation en entrepreneuriat parce que je me suis dit, c'est le meilleur moyen de connecter à ce monde-là. Et à côté, j'ai eu la grande chance d'être formée par le maître des ateliers de Delvaux, qui m'a prise un peu sous son aile en comprenant à quel point c'était une passion de toujours, mais que je n'avais pas le temps de faire le cursus entier. Donc, on a pu, de manière très personnalisée, regarder les détails, apprendre très vite. Il m'a armée, en fait, pour pouvoir discuter avec des ateliers et concrétiser ce rêve que je nourrissais depuis très longtemps. Voilà. Il y a un autre consultant à la base autour de la table, c'est Alain Etienne. C'est vrai que vous vous reconnaissez peut-être un peu dans le parcours de Yeba. Il y a d'abord eu ses études, à Solvay aussi d'ailleurs. Exact. Et puis un premier job qui, à la base, semble être une vocation pour vous. Ouais. C'était ce dont vous rêviez de faire. Et puis, en fait, non, on change d'idée et peut-être on tombe amoureux aussi. Oui, donc... Mon parcours est un petit peu différent, même s'il y a des similarités. Mais donc, effectivement, moi, j'ai ma compagne avec qui j'ai étudié à Solvay, qui s'appelle Emna. Et donc, elle avait un ADN entrepreneurial depuis toujours. Sa famille est branchée entrepreneuriat. C'est ce que je racontais, c'est qu'à Noël, chez Emna, il n'y a pas d'employés. Toute la famille est entrepreneur d'une façon ou d'une autre, indépendant. Moi, ce n'est pas mon cas. Mes parents sont dans le milieu médical. Ma mère est infirmière. Elle a fait 35 ans dans le même hôpital. Donc c'est un mode de pensée assez différent. Et donc moi, j'étais un peu téléguidé vers
une carrière, si possible prestigieuse, dans des grosses entreprises. Donc je suis devenu consultant chez McKinsey et c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé à la fin de mes études. J'en étais très content, mais j'avais en même temps lancé ce projet avec Emna qu'il a piloté seul pendant 2 ans. Et petit à petit, j'ai senti que mon cœur était ailleurs. J'avais envie de passer plus de temps sur ce projet que sur mon emploi. Je rentrais chez moi, je rouvrais mon ordinateur, on discutait en fait de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour grandir Casilomi. Donc petit à petit, j'ai senti que c'est ça qui me donnait de l'énergie. Et j'avais aussi un autre constat qui était de se dire qu'on est au-devant d'une crise environnementale sans précédent. Les gens n'arrivent pas à vivre mieux plus longtemps. On a des problèmes de diabète, de maladies chroniques, etc. Toutes des problématiques sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on agisse. Et je me disais, mais je suis ici dans des grosses sociétés à essayer de les rendre encore un peu plus performantes, alors qu'il y a des problèmes de société qu'il faut vraiment aujourd'hui solutionner. Donc je me suis dit, c'est là que je dois être, c'est là que je dois passer mon temps, ça me donne de l'énergie et en plus le monde en a besoin. Donc, on se reconnaît dans ce que Cynthia disait, ce besoin de trouver un sens en fait à se lever le matin et à se dire, tiens, on se lève pas le matin juste pour aller travailler, mais pour son plaisir, voir ses associés parce que ça nous fait du bien. Pour son plaisir, pour ses associés, mais aussi pour la mission qui est derrière le projet et de se dire que chaque jour, on contribue à essayer de rendre les choses un petit peu moins problématiques qu'elles ne le sont et peut-être même un peu meilleures. Virginie, pour terminer ce premier tour de table, vous avez lancé Bulk Bar, donc ce distributeur de snacks ou ces encas zéro déchet. Vous étiez avocate. Alors, du coup, comment est-ce qu'on lance justement cette start-up? Comment est-ce qu'on démarre? C'est vrai que j'étais complètement... j'ai fait quelques années en tant qu'avocate et c'était quelque chose qui, j'appréciais, mais sans plus. J'y trouvais pas mon compte. Et en fait, c'est suite à un constat personnel où je me disais, mais comment c'est possible que dans ma vie privée, je peux appliquer le vrac et les magasins bio, ça pousse partout pour l'instant. On a beaucoup de... les magasins bio, il y en a de plus en plus actuellement. Et effectivement, je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'en entreprise, on est toujours vers ce distributeur automatique où il y a énormément de déchets, l'alimentation n'est pas saine. C'est quelque chose qui me... Et alors, si jamais il n'y a pas de distributeur automatique, il fallait se rendre au supermarché du coin ou pire au night shop. Alors là, c'était quand il était un peu trop tard. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas appliquer en fait le vrac dans les entreprises? Ça devrait être quelque chose qui est envisageable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est vraiment suite à mon expérience professionnelle personnelle que je me suis dit... mais pourquoi ne pas lancer Bulk Bar et un bar à vrac? Donc, ça veut littéralement dire bar à vrac dans les entreprises et faire naître cette nouvelle, en tout cas, dimension dans les entreprises. C'était une philosophie que vous aviez déjà chez vous? C'est-à-dire qu'en fait, la journée, vous n'arriviez pas à concilier avec votre philosophie du soir à la maison? C'était ça. En fait, c'était vraiment ça. C'est que je trouvais qu'il y avait une espèce de bipolarité entre moi au bureau et moi à la maison. Je trouvais ça pas normal ou schizophrénie, je sais pas, c'était étonnant d'un côté, je fais mes courses en vrac, je me casse la tête à devoir aller chercher les bocaux réutilisables pour aller faire mes courses en vrac dans un supermarché bio. Et à côté de ça, quand je suis au bureau, si j'ai faim fin de journée, je vais aller prendre une crasse qui est super emballée et en plus qui est vraiment pas saine. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il y a un problème, quoi. Vous avez tous changé d'avis sur votre carrière, vous aviez une formation de base, de départ, et puis vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans une start-up, dans un monde qui ne vous est pas spécialement familier. Alors, ça veut évidemment dire apprentissage, il faut presque réapprendre un nouveau métier. Je regarde déjà naturellement Yeba, c'est vrai qu'on parlait du monde de la mode, de la création de sacs. Alors, c'est sûr, il faut une certaine expertise. Alors, quand on se retrouve comme ça, retour à la case départ, comment est-ce qu'on réapprend un métier ? Déjà, on se forme un peu parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas le même vocabulaire, on ne sait pas où regarder, comment faire. Et donc, moi, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir été accompagnée par ce monsieur d'une gentillesse incroyable, ça m'a permis de gagner du temps en rencontrant les ateliers. Mais ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'essais et d'erreurs. Et pour ma part, le plus important, c'était d'arriver à amener un produit qui soit... d'une qualité exceptionnelle, qui puisse rivaliser avec les marques de luxe. Donc j'ai fait vraiment beaucoup d'ateliers et certains m'ont pas mal déçue parce que j'ai appris avec le temps que telle façon de travailler n'était peut-être pas forcément la meilleure. Et dans ma démarche également, je voulais
aller chercher des pots qui soient respectueuses de l'environnement dans la manière dont elles sont traitées, travailler avec des ateliers qui sont de petite taille et qui permettent de faire des petites quantités sans avoir trop d'invendus et donc être dans une surconsommation. Donc dans l'approche que je voulais adopter, ce n'était pas évident et je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'ai appris difficilement que certains réflexes qu'on peut avoir en venant d'un monde de la consultance où on voyait en grand, que c'était pas forcément la solution. Parfois, il faut prendre le temps et y aller petit à petit. On apprend sur le terrain. Et on apprend sur le terrain. Et d'ailleurs, mon projet s'est fait en 2 temps. Le premier temps, c'était j'ai sorti des grosses productions, j'ai essayé de les écouler. C'était une démarche peut-être plus dans l'ego, de je veux réussir à tout prix et rapidement. Et ensuite, j'ai pris un peu de temps, j'ai fait une petite pause et je suis revenue avec une idée beaucoup plus, on va dire, plus alignée avec ce que je suis et ce que je voulais faire. Et d'avoir appris pendant 3 ans de mes erreurs. Aujourd'hui, c'est quand on a relancé la marque, c'est parti très vite et maintenant elle est vendue à l'international et parfois il faut vraiment, comme toutes les personnes autour de la table, se lancer quand on porte un projet, tenir bon et apprendre autour de soi, créer un réseau et prendre le temps de bien faire les choses pour qu'elles puissent trouver leur chemin. On va en parler évidemment de l'importance de l'entourage. Cynthia, vous êtes aussi retournée sur les bancs de l'école, une formation de boulangerie-traiteur. Alors, qu'est-ce que ça fait justement vraiment de retourner à l'école, de se retrouver peut-être avec des beaucoup plus jeunes que soi ? Oui, c'est très particulier, effectivement. D'ailleurs, mon fils racontait à ses amis que sa maman retournait à l'école. C'était très particulier. Mais oui, c'est se retrouver avec des personnes beaucoup plus jeunes que soi, avec des envies de réussir différentes aussi. Moi, j'y allais dans un certain objectif. Je voulais apprendre pour lancer mon entreprise sur le côté avec Fanny. Donc, c'était pas toujours évident. Mais il y avait énormément de motivation derrière, donc ça a aidé. Ça a vraiment aidé. Je me tourne vers Alain Etienne. Apprendre, réapprendre, je pense que vous rejoignez les 2 personnes qui viennent de parler. C'est compliqué en fait finalement de se lancer, même si on a sa première expérience. Est-ce que justement sa formation de base, sa première expérience peut quand même aider sur cette entreprise ? Alors je pense définitivement qu'une première expérience, c'est bon à prendre. Je pense aussi que sa formation peut aider. Mais être entrepreneur, c'est un nouveau métier chaque jour. On a des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas prévus, pas anticipés. Et quand la société grandit, en fait, on change de rôle, on change de responsabilité, on délègue de plus en plus. Donc ce qu'on faisait le premier jour, on ne le fait plus après plusieurs années. Et donc on continue d'apprendre de manière continuelle. Nous, la clé, ça a été de se faire aider, d'être épaulé par des personnes qui avaient de l'expérience, qui l'avaient déjà fait et qui pouvaient nous guider, nous éviter des erreurs chères. Et donc nous aider à gagner un maximum de temps, exactement comme tu le décrivais. Effectivement, bien s'entourer, c'est l'une des principales clés, on va dire, pour lancer sa start-up. Virginie, vous avez même décidé, vous l'avez lancée toute seule, d'abord Bulkbar, et puis à un moment donné, il a fallu trouver un cofondateur. C'est important, si on veut avancer, d'être justement soutenu dans sa société ? Oui, je pense que c'est essentiel. Même si je l'ai commencé toute seule, j'ai quand même été accompagnée par un incubateur qui m'a vraiment bien aidée et que je remercie encore beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien à faire, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Être challengé, c'est ça qui est important. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle je trouve que c'est essentiel de commencer seul, pourquoi pas. Mais en tout cas, se faire aider par la suite. Et j'ai eu la grande chance d'être rejointe par Gilles, maintenant il y a 1 année plus ou moins. Ça c'est clair. En plus, si jamais on trouve un profil complémentaire, ça permet de pouvoir soulager des tâches que moi je faisais qui n'étaient pas spécialement des tâches que j'avais envie de faire et Gilles est ravi de les faire. Donc, la complémentarité, ça c'est important. C'est essentiel et voilà, je pense que on s'est bien trouvé pour ça et se faire aider, que ce soit par son entourage dans un premier temps, ensuite par un incubateur et puis ensuite se faire rejoindre par un associé. Pour moi, c'est un parcours qui est vraiment important pour avoir justement, pour pouvoir être challengé, il n'y a rien à faire. Une décision, elle se prend mieux quand on a pu la challenger et voilà.
Cynthia, pour Biscuit, on l'a dit, ce partenariat, il est né au cours de votre formation, avec ce burn-out derrière vous, l'entourage qui est là aussi pour vous soutenir. Vous aviez prévu de vous lancer à deux dans cette start-up et d'être soutenu de cette manière-là avec Fanny ? Absolument pas. Fanny, je la connaissais pas du tout avant de commencer mes études, mais je ne voulais pas me lancer seule de toute façon. Donc, en commençant ces études, je m'étais dit, j'y vais essayer d'y trouver quelqu'un qui pourra m'aider et lancer un projet avec moi. Et puis, il s'avère que j'ai rencontré Fanny et qu'elle avait un goût très particulier pour le salé, moi plutôt pour le sucré. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire toutes les deux pour essayer de trouver quelque chose qui nous convienne. Puis, on s'est dit, voilà, la biscuiterie. La biscuiterie, c'est génial. On va pouvoir trouver des recettes qui nous correspondent et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait, la complémentarité. De nouveau, c'est vrai que c'est hyper bien, important. C'est important. Alain Etienne, avec Casidomi, alors il y a la complémentarité avec Emna aussi, votre cofondatrice, qui a fondé et que vous avez rejoint chez Casidomi. Vous l'avez dit, votre famille, ce n'est pas vraiment des entrepreneurs à la base. Non, effectivement. Il y a un peu cette réaction de l'entourage. Je voulais savoir comment est-ce qu'on réagit quand on a, comme vous, une situation financière stable, un job stable, une vocation presque, et puis en fait, on abandonne tout pour lancer une start-up. Ça fait un peu peur et on peut pas reprocher. Enfin, moi, je me souviens, mes parents étaient un peu affolés. Et donc, l'un après l'autre, ils m'appelaient en disant, t'es vraiment sûr, vraiment certain. Je vois Virginie qui dit oui, Cynthia qui dit oui. Oui, tout le monde dit oui. Mais c'est normal parce qu'ils voient dans l'entrepreneuriat du risque et ils souhaitent pas à leurs enfants de se projeter dans le risque. Après, assez vite, ils comprennent que c'est là qu'on va trouver notre épanouissement, notre bonheur. Et puis ils deviennent clients, ils découvrent qu'en fait ça fonctionne, et puis ils viennent voir l'entrepôt, ils voient que ça fait une certaine taille, ils se disent mais en fait c'est un chouette projet, il faut qu'on le soutienne. Et donc c'est ce moment où ils shiftent et ils passent presque d'un rempart qui dit non, il ne faut pas y aller, à ok mais c'est bon, on y croit, on va t'encourager, on va te soutenir. C'est là que toute la différence se fait et qu'on peut compter alors sur ses proches. Mais ça prend un certain temps, certains vont aller très vite, et donc il y a des proches qui nous surprennent et qui sont tout de suite à fond derrière nous, puis d'autres qui nous surprennent dans l'autre sens, qui sont vraiment réticents, et la plupart c'est parce qu'ils veulent nous préserver, parce que même ils ont moins de conviction et il faut les convaincre. Il faut comme les investisseurs, comme les clients, il faut convaincre un peu tout le monde. Yeba, c'est vrai que pour la marque Yeba, vous êtes entouré d'une grande équipe maintenant pour pouvoir, entre les ateliers ou le showroom à Bruxelles, c'est très important de se constituer justement cet univers de soutien et d'ancrage au sein de vos équipes. Tout à fait. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de trouver le binôme parfait ou la personne complémentaire. Pas encore, peut-être. Pas encore. Ça peut arriver. On dirait que c'est une annonce. Mais de mes erreurs, j'ai compris qu'effectivement, on était plus fort avec plusieurs têtes autour de soi. Que le plus important, en fait, c'est de s'entourer de personnes qui croient en vous, qui partagent votre vision et qui ont envie d'amener votre projet aussi loin que possible, qu'il soit à l'intérieur ou pas de votre structure. Et moi, je pense que c'est en scellant des alliances complémentaires, justement, et en travaillant sur la confiance que j'ai réussi, à travers les années, à constituer un réseau assez solide qui me permet d'avancer. Et notamment, la dernière belle rencontre que j'ai faite, c'est celle avec une femme qui est en train de lancer un fonds d'investissement et qui a tout de suite compris la vision et le potentiel de la marque et qui en déployant en fait son réseau, m'a permis aussi d'aller plus vite. Et là, c'est l'assurance d'avoir un accélérateur pour pouvoir justement construire les choses de manière accompagnée et cadrée. Donc pour ma part, c'est essentiel. On va se tourner vers le futur pour vos startups. Tant que je suis avec Yeba, si on devait utiliser 2 mots pour le futur ou les objectifs de la marque Yeba, ça serait quoi ? Pour moi, ça serait la croissance à l'international. Très bien. Parce que j'ai constaté que ma marque avait une résonance plus forte à l'international qu'en Belgique. Et la Belgique m'a donné un cadre et une base solide pour pouvoir prendre mon temps. Parce que dans la mode, je pense que ce qu'on est en train de, contrairement à d'autres secteurs d'activité, le plus important, c'est de construire une marque, construire un univers, parce que la valeur de vos produits n'est pas intrinsèque au produit ou à sa qualité. C'est vraiment tout l'univers que vous vendez et c'est toute l'histoire que vous transmettez. Et donc, j'ai eu la chance d'être bien encadrée pour pouvoir construire et aligner ma marque par rapport à mes valeurs. Et là, maintenant, je réalise, quand on a relancé la marque, qu'on a pu
toucher des femmes de partout dans le monde. Ça va de Singapour à Tokyo, on a eu pas mal à Hong Kong, on a eu en Afrique du Sud, on a La eu Belgique est partout. mais vraiment partout. Aux États-Unis aussi, on a eu à LA, on a eu à New York, un peu partout en Europe. Et j'étais moi-même étonnée de cette résonance. Et on essaye de comprendre ce qui a fait la différence et comment construire justement la suite et m'aider à vraiment toucher de manière plus large. Et le message de la marque, c'est vraiment de se réaliser. Et je pense que toutes les personnes qui sont autour de la table ici portent des valeurs fortes et ont envie de les transmettre au plus large, au plus loin et avoir un impact positif. Et je pense que ça fait la différence. Alain Etienne, pour Casidomi, si on devait dire en quelques mots, je pense que l'international va s'y retrouver aussi. En 2 mots? Je dirais l'impact est partout. Clairement, le but, c'est de continuer d'aider les gens à consommer mieux. Et on le fait déjà en Belgique et en France, aux Pays-Bas. Et le but, c'est que ce soit partout en Europe et même partout en Belgique. On ne touche pas encore tous les clients et il y a encore des tas de gens qu'on a envie d'aider à consommer mieux. Eh ben, on vous le souhaite. Pour Biscuit, Cynthia, en 2 mots, en quelques mots? Alors, en quelques mots, ce serait le succès et puis en dehors de Bruxelles. Parce que là, on travaille essentiellement sur Bruxelles et on aimerait pouvoir être implanté partout en Belgique. Avec pourquoi pas un atelier, si je me rappelle bien. Virginie, en 2 mots, Bulk Bar dans le futur? Effectivement, promouvoir le zéro déchet et l'alimentation saine dans les entreprises. Il y a beaucoup à faire. Et si possible, à l'international, bien évidemment. Eh ben, on vous souhaite cette croissance et tous ces objectifs que vous nous avez présentés. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous pour nous partager votre expérience. Merci à vous de nous avoir suivis durant tout l'été. Je l'ai dit, c'est la dernière émission. Mais si vous en avez raté, ne vous inquiétez pas, elles sont disponibles sur notre site bx1.be. Je vous souhaite une très belle rentrée. À bientôt sur BX1.